gestes déplacés, affaires extrasportives, c'est des mots valises dans lesquels il y a un grand flou qui est entretenu et c'est ça qu'on a appelé la zone d'impunité. En fait, on s'est rendu compte que les violences n'étaient pas du tout traitées de la même manière quand c'était une athlète femme qui les dénonçait et que c'était potentiellement un entraîneur pas connu, pas spécialement aimé en tout cas du grand public parce que voilà, inconnu. Quand c'était une athlète femme qui les dénonçait, là on tendait le micro facilement, on écoutait et il y avait relativement peu de conditionnel. Sa parole était prise comme telle. À l'inverse, quand c'est un athlète homme qui est potentiellement accusé d'être l'agresseur, eh bien, à ce moment-là, il y a toute une série de mécanismes qui se mettent en place. On a remarqué des problèmes récurrents qui sont relatifs à la minimisation de ce qu'il a pu faire. Le soupçon sur la parole de la plaignante. Est-ce qu'elle veut de l'argent? Qu'est-ce qu'elle cherche en portant plainte pour viol, par exemple? On glorifie la carrière sportive de l'athlète et surtout, parmi les choses qu'on a noté systématiquement, c'est que justement il y a une absence d'analyse systémique. On parle jamais de culture du viol dans les rédactions de sport, on parle jamais de la société patriarcale et pourtant on est tous complètement pris par ces biais-là. Et c'est comme ça qu'on choisit les mots dont on parle et en fait on s'est rendu compte que il y avait des mots qui ne convenaient pas dans la manière dont on parlait des violences du genre gestes déplacés, affaires extrasportives et en fait c'est des mots valises dans lesquels il y a un grand flou qui est entretenu et c'est ça qu'on a appelé la zone d'impunité. C'est cet espace où finalement on ne définit plus les violences et où les athlètes font à peu près ce qu'ils veulent. On ne sait plus trop bien exactement ce qu'ils ont fait et ce de quoi ils sont accusés. Et à la fin, on n'est pas bien sûr qu'ils soient coupables.